important. Raymond Côté, comment ça va? Ben, ça va bien. Merci. Salut Philippe. Merci d'être avec nous aujourd'hui, notre chroniqueur politique fédéral. Le sujet incontournable, c'est ce qui arrive avec Arrivcan, évidemment, l'application Arrivcan. Là, il y a eu le rapport de la vérificatrice générale la semaine dernière. Exact. C'est très touffu. Mais en gros, ce qu'on retient, ce qu'elle dénonce, en fait, c'est un non-respect des pratiques élémentaires en matière de passation de marché. Et pour rappel, là, pour les gens qui nous écoutent, Arrivcan, c'est une application qui a été commandée par le gouvernement fédéral pendant la pandémie. Oui. Essentiellement, c'était pour collecter des informations sur les gens qui rentraient au pays, sur leur santé, Exact. sur leur identité aussi. Bon, dans le contexte du scandale, c'est un peu accessoire. Ce qui n'est pas accessoire, c'est de savoir que puis là, Raymond, tu me diras, tu me corrigeras si je me trompe, mais l'application devait coûter 80 000 $ au gouvernement fédéral. Ouais. Ce qu'on dit, c'est que finalement, ça nous revient à 60 millions. Oui, oui. Et là, le 80 000 ça a été largement relayé là, pour montrer une disproportion par rapport à un dérapage. Par contre, vendredi, Hélène Buzetti, dans sa chronique dans les coop de l'information, nous disait « Wow, attendez un peu, le fameux 80 000 $, c'était pour le transfert d'un formulaire qu'on pouvait télécharger, je pense que c'est un formulaire PDF, vers l'application. » Donc, l'application, évidemment, ne pouvait pas exister là, sans être entretenue avec des mises à jour, tout ça. Donc, en réalité, la mise en place d'Arrivecan ne coûtait pas 80 000, elle coûtait sans doute plus cher que ça, mais même là, il y a eu des rapages, surtout le vrai scandale, puis ça, Hélène Buzetti le souligne, c'est justement non seulement le dérapage dans les coûts, mais surtout le manque d'informations, en fait, les dépenses qui ne sont même pas appuyées par des pièces justificatives. Et ça, c'est impardonnable. Absolument, absolument, parce qu'en réalité, que ce soit dans le public ou dans le privé, normalement, les bonnes pratiques, c'est que tout soit bien documenté. Tout doit être justifié. Et voilà, justifié. Et surtout pour quelque chose comme une application qui est utilisable sur un téléphone cellulaire. Bon, il y a des expertises assez pointues là-dedans. Et mais ce qui est très intéressant, puis c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'en fin de compte, à Arrivcan, ça m'attirait pas tant que ça, parce que là, bon, je voyais le cercle politique et médiatique autour de ça, parce qu'il y a eu beaucoup de salive de dépenser, puis des fois à tort et à travers. Mais la chronique d'Hélène Buzetti, que je vous invite à aller lire sur les codes de l'information, est très intéressante, ne serait-ce que par son titre. La ceinture et les bretelles d'Arrivecan. C'est-à-dire que l'optique d'Hélène Buzetti, qui est une journaliste très, très sérieuse, très expérimentée aussi, elle a été au-delà de le scandale du manque de contrôle dans les dépenses, le dérapage dans ces dépenses-là, en se disant, mais ça cache quoi en fin de compte? Et c'est là où ça devient très intéressant. Premièrement, il met les choses en perspective en disant, Arrivcan, c'est en plein un exemple à ne pas faire, comme le souligne d'ailleurs la vérificatrice générale. Ça, c'est quand même très important. Puis, la question qu'elle se pose, c'est est-ce que c'est un cas isolé ou c'est une pratique plus généralisée? Ça reste à répondre. Et ça, c'est pas si évident parce que ça donne l'impression chez les gens que dans la fonction publique, ou en tout cas l'appareil gouvernemental fédéral, est en plein manque de contrôle. C'est ce qu'on entend en ce moment beaucoup. Là. Il y a un manque de contrôle. Que ce soit vrai ou non, c'est la ligne médiatique, là, en tout cas des critiques du gouvernement libéral. Il y a un manque de contrôle des finances publiques de la part de ce gouvernement-là. Absolument, absolument. Et ce qui est très intéressant dans sa chronique, c'est qu'elle va au-delà du rapport de la vérificatrice générale en parlant de tout ce qui est le processus d'approvisionnement. Bon, premièrement, la sous-traitance, hein, on en a entendu parler ici au palier provincial aussi. La sous-traitance, c'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Non, c'est même nécessaire dans beaucoup de cas. Dans certains cas, en effet, mais il y a un appel à la sous-traitance des fois qui atteint des proportions ou qui s'applique dans des cas qui ne se justifient pas nécessairement. On a juste à penser au secteur de la santé, hein, où il y a beaucoup de main-d'œuvre notamment. C'est ça, là, des travailleurs là qui viennent d'agences privées, tout ça. En tout cas, bref, la sous-traitance prend diverses formes et c'est quand même démontré aussi que c'est pas une manière d'économiser de l'argent. Mais au-delà de ça,
dans la chronique d'Hélène Buzetti, ce qui est très, très intéressant, c'est qu'elle implique aussi justement ce processus d'approvisionnement-là, où l'ombudsman de l'approvisionnement, je savais même pas qu'il y avait un ombudsman pour l'approvisionnement au fédéral, je l'ai appris dans la chronique. Tu as travaillé comme député. Oui, j'ai travaillé comme député, mais évidemment, comme député, tous les sujets sont bons, mais on fait notre possible, puis on se spécialise un petit peu. Moi, c'est le comité des finances, là, en tout cas, c'était pas nécessairement... Mais justement, toi, tu jouais pas avec ce type de questions-là relatives à l'approvisionnement aux finances? Non, parce qu'il y a un comité spécifique là-dessus. Ah, d'accord. Voilà, exactement. Moi, c'était beaucoup plus les questions d'enjeux économiques, l'approche budgétaire générale, tandis que l'approvisionnement, c'est vraiment un domaine très spécifique. Tu fais bien de le souligner, là. Et, en fin de compte, Hélène Buzetti parle du parcours qui est absolument rébarbatif, là, même presque opaque pour les firmes qui veulent soumissionner des contrats au gouvernement, qui font que, par exemple, là, une compagnie comme CG Stratégie existe comme intermédiaire qui se spécialise dans la lecture puis à jouer en quelque sorte un rôle d'entremetteur et de se prendre une cote. Oui, parce qu'il y a deux personnes dans cette entreprise-là, GC Strategies. Donc, l'entreprise au cœur de ce scandale-là, c'est juste deux individus. Exact. Mais c'est ça, eux servent d'intermédiaire entre le gouvernement et d'autres entreprises qui, elles, se sont chargées de faire cette application-là puis de l'administrer. Exact. Non, CG Stratégie n'a même pas la prétention d'avoir créé Arrivcan. Leur seule prétention, leur seul travail, c'est de ramasser quelques millions de dollars au passage en mettant en relation l'appareil gouvernemental avec la bonne firme, en tout cas. Ou, enfin, on l'espère, mais ça, même ça, c'est pas nécessairement aussi, ça reste à éclairer. Ouais, c'est ça. Et un des aspects qui est entré en ligne de compte dans cette affaire-là, c'est le fait que deux fonctionnaires ont accepté une invitation de cette firme pour un cocktail, là, je me souviens plus exactement. Là. Puis bref, sont sous enquête. Là. Actuellement, ils ont été suspendus, sont sous enquête. La GRC est impliquée là-dedans. Donc, on va peut-être découvrir justement des mauvaises intentions, mais peut-être pas. Enfin, ça reste à voir. Là, évidemment, le fond du problème pour le gouvernement Trudeau, c'est que c'est un gouvernement qui est déjà à terre. Il y a la face écrasée sur l'asphalte, là, écrasée justement par toutes sortes d'affaires qui l'ont marqué. On peut remonter à We Charity, par exemple, où là, dernièrement, on a la fameuse échéance des prêts qui ont été accordés durant la pandémie aux entreprises, hein, un programme qui pouvait se justifier pour aider les entreprises à passer au travers une période de creux économique là, qui était vraiment pas évident, mais là maintenant le gouvernement fédéral cogne à la porte pour récupérer des dizaines de milliards de dollars qu'il a prêtés. Donc, puis on parle pas de la crise du logement, de la hausse du coût de la vie, et là le gouvernement Trudeau en plus se fait reprocher depuis des mois, pratiquement 1 an, 2 ans aussi, d'avoir perdu le contrôle des finances publiques. Alors Arrivcan arrive, c'est le cas de dire sans faire de jeu de mots, à un très mauvais moment, alors que le gouvernement est déjà plombé, marqué. Hein, on sait qu'en politique, la perception, c'est un élément qui est fondamental, et vraiment marqué par une impression premièrement, une usure incontestable, et aussi une impression d'incompétence ou même carrément de négligence. Et là, Arrivcan, on peut se poser la question si c'est pas le Waterloo là, pour Justin Trudeau. Le coup de grâce. Un espèce de coup de grâce, oui. Ouais. Parce que Justin Trudeau a surfé sur certains aspects. Enfin, quand on regarde son parcours, il est arrivé du deuxième parti de l'opposition à la Chambre, quand j'étais député, à prendre le pouvoir directement. Alors que personne l'attendait, puis je me souviens, durant la campagne, les gens, quand ils l'entendaient en débat, il était pas si extraordinaire, mais les attentes vis-à-vis de Justin Trudeau, comme quoi il était imbuvable, bref, que c'était un très mauvais chef de parti, mais ont été balayés par le fait que il se débrouillait, il tenait son bout, puis là, les gens se disaient, ben il est pas si pire que ça, puis c'est ce qui l'a propulsé comme premier ministre. Puis après ça, il a affronté 2 chefs conservateurs qui étaient pas de taille, donc il a gagné
vient en quelque sorte par défaut. Mais là, la chose a atteint sa limite et Arrive-Can, c'est pratiquement du pain béni là, pour son adversaire, son challenger qui veut le remplacer, Pierre Poilievre. Sauf que là, encore là, Pierre Poilievre, lui, de son bord, est déjà sauté aux conclusions. Il parle carrément là, de corruption politique, alors qu'il n'y a aucune preuve actuelle. Pour le moment, non. Non, c'est ça, on n'en sait rien. Là. Les prochaines élections fédérales, c'est quand déjà? C'est dans 2 ans? Octobre 2025, donc 1 an et demi. Là, évidemment, on a vu la sortie de Jack Mincing qui a carrément lancé un ultimatum aux libéraux de déposer un projet de loi sur l'assurance médicaments d'ici le 1er mars. Les libéraux, de leur bord, ont montré très, très peu ils ont pas du tout été inquiétés pour ça en disant, ben non, nous, l'entente fonctionne bien, on travaille avec les néo-démocrates, puis le projet de loi s'en vient. Alors, ça va être de voir ce qu'il y en est. Il faut souligner le fait que l'attente, quand même, des néo-démocrates n'est pas si élevée que ça. On parle seulement d'un projet de loi, pas de la mise en place du programme. Donc, quand le projet de loi va être déposé, supposons qu'il l'est dans les jours qui viennent. Sur le régime de soins... d'assurance médicaments, c'est ça. Ben là, il va y avoir tout le processus d'examen à la Chambre, en comité ensuite. Ça va prendre des mois. Donc, le programme d'assurance médicaments comme tel, probablement que ça va prendre quelque chose comme 1 an si jamais l'entente est maintenue là, par Jack Mincing. C'est ce qui reste à voir. Oui, il y a beaucoup d'analystes qui... En fait, la grande question, c'est est-ce que Jack Mincing aurait intérêt à déclencher des élections hâtives? Et la réponse à ça semble souvent non, parce que dans les sondages, le nouveau Parti démocratique n'est pas dans une situation qui lui permettrait d'envisager de faire des gains importants par rapport aux dernières élections. Non, en effet. En fait, le nouveau Parti démocratique montre une remarquable stabilité dans ses appuis. Il profite absolument pas du déclin des libéraux. C'est les conservateurs essentiellement, puis un peu le Bloc au Québec qui en profite. Alors oui, tu fais bien de le souligner. Pour les néo-démocrates actuellement, partir en campagne, c'est assez périlleux. Sauf que là, bien évidemment, Jack Mincing doit montrer que l'entente, puis en fait, il l'a répété, je ne sais pas si tu l'écoutais, à Tout le monde en parle dimanche, il l'a répété, son principal but, c'est que les libéraux respectent l'entente, comme j'en avais déjà parlé. Mm-hmm. Alors ça, c'est maintenu, sauf que il y a un risque peut-être que l'entente tombe, mais encore là, si elle tombe, on peut très bien vivre avec une chambre, avec un gouvernement minoritaire qui tient... qui pourrait être soutenu absolument par les néo-démocrates encore sur le budget, par même les bloquistes. Absolument. Ça fait que tout reste à voir là, pour ça. Raymond, merci beaucoup pour cette fine analyse de la situation politique fédérale actuelle. On se revoit dans 2 semaines. Ben oui, certain, j'y compte. Bonne journée. Vous écoutez CKIA 88.3 Radio.